Voilà pour ce documentaire d'Antonio Wagner, soir électorale, la grand-messe catholique. Alors pour en parler autour de moi, eh bien des spécialistes et pas des moindres, pour décortiquer, analyser ce grand moment de la nation que sont ces soirées électorales. Alors Patrice Duhamel, vous avez dirigé des soirées électorales, c'était laquelle ? En plateau. En plateau 81 avec Jean-Marie Cavada sur TF1 et 88 sur la 5. D'accord, et donc 80, on y reviendra puisqu'on le voit dans le documentaire, on repassera des extraits. Et puis vous avez dirigé comme patron de chaîne, comme directeur général de chaîne, que ce soit sur la 5, que ce soit sur France Télévisions, d'autres soirées. On parlera un petit peu de ce que ça peut représenter quand on dirige les chaînes et toutes les tensions et les enjeux qu'il peut y avoir autour de ça. Et vous écrivez, vous sortez un livre ces jours-ci qu'on va voir qui s'appelle L'Élysée, coulisses et secrets d'un palais chez Plomb. Un bouquin qui marche très fort puisque les gens s'intéressent beaucoup à ce qui se passe à l'Élysée. En face de vous, Éric Bonnet, vous êtes directeur d'études chez BVA Opinion, on parlera des sondages, et Christian Delporte, vous êtes un historien des médias, donc vous allez nous dire un petit peu comment ça évolue, et c'est ce que raconte le documentaire, et vous sortez un livre qui s'appelle Les grands débats politiques, ces émissions qui ont fait l'opinion chez Flammarion. Alors on va commencer avec vous, Antonio Wagner, parce que c'est vous qui avez fait le documentaire qu'on vient de voir, et d'abord pourquoi cette approche-là, pourquoi vous avez choisi ce thème, et pourquoi cette approche-là? Mon film précédent, c'était sur 58, la fin de la 4e République et le début de la 5e. Et il y a eu 2 élections. Il y a eu un référendum et il y a eu une législative. Et tout le dispositif est déjà là. C'était étonnant. Tout était déjà là, mais en germe. Et donc je me suis dit, il faut aller chercher pour voir si ça continue, comment ça s'est passé. Pour voir comment s'organisent ces soirées-là. Oui, mais oui. Et puis j'ai tout de suite vu que c'était pas que la politique ou la télévision, mais c'est la société elle-même qui évolue. C'est-à-dire, ce sont comme des tranches comme ça, à un moment, tous les 5 ou 7 ans, il y a un flash. Et dans ce flash, on voit des choses. On voit la société évoluer. Et c'était passionnant. Donc ça nous dit beaucoup de choses sur nous-mêmes, ces soirées-là. La Voilà. façon dont elles sont organisées, etc., dont elles se déroulent. Et c'est-à-dire, d'une certaine façon, c'est vraiment la 5e République et la télévision qui avancent en même temps. Et c'était très étonnant parce que De Gaulle l'avait compris de façon confuse. Il s'est beaucoup servi de la télévision et de l'image, même s'il disait que c'était pas vrai. Et tout le monde a suivi. Et tout le monde a suivi. Donc, ce mariage télévision-politique est né à ce moment-là réellement. Il y en avait avant. Mais à ce moment-là, il y avait une vraie cristallisation très très forte et ça, c'était vraiment passionnant. Alors, il y a des choses très très drôles, si je puis dire, hein, notamment au début. Il y a une question moi, qui me vient, c'est pourquoi vous avez choisi de ne pas aller chercher les acteurs de ces soirées pour voir comment ils les avaient vécues, pourquoi ils les avaient organisées de telle ou telle façon, mais vous nous montrez les choses telles qu'elles sont. Vous les alignez les unes après les autres pour qu'on voit mieux cette évolution-là. J'ai pris un risque. Je voulais faire en 50 minutes, 50 ans de télévision et de politique. Et je me suis dit, nous sommes là pour discuter. Plein de gens vont discuter pendant tous ces mois-ci. Et donc j'ai demandé à la chaîne si je pouvais me passer de ces interlocuteurs et être dans le concentré, de façon à ce que chacun se reconnaisse. Et c'est très étonnant parce que peu de personnes ont encore vu le film et chacun se reconnaît en disant j'étais à tel endroit, j'ai vu telle chose. On le subjectivise quand il n'y a pas quelqu'un qui objectivise. Et c'est très agréable. Et on en tire quoi comme enseignement? Je ne sais pas s'il y a 2-3 lignes de force qui ressortent pour vous de ces soirées-là. Ça serait quoi? Pour moi, c'est très fort. C'est la civilisation de l'image en route. La télévision montre qu'elle est au-delà de la politique. C'est réellement toute notre société qui évolue à ce moment-là. C'est très étonnant, c'est très touchant. Et en même temps, technologiquement, c'est passionnant. Pour moi qui suis un homme de télévision, voir évoluer les effets spéciaux, voir évoluer les caméras, voir évoluer tout ça, c'est voir l'échafaudage. Et il est beau cet échafaudage. Je voulais le montrer au public. Alors oui, on va y revenir, mais comment vous l'avez suivi, vous, ce documentaire? Écoutez, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Je trouve ça, il y a plein de choses amusantes, intéressantes. Enfin, une chose qui me vient comme ça, sur l'histoire de la télévision, on parle souvent de la politique et du spectacle, du mélange des genres aujourd'hui avec Laurent Ruquier, avec Thierry Ardisson et Michel Drucker, et voir en 69 Hugo Frey chanter au milieu de la soirée électorale, ça montre que c'est pas une problématique extrêmement récente. Et je crois que ça s'est poursuivi pendant toutes les années 70. Il y avait encore Charles Treine en 78. On n'imagine pas ça du tout aujourd'hui. Puis la deuxième chose également sur l'histoire de la télévision, c'est de voir l'enjeu que constituent ces soirées pour les chaînes qui cherchent à être les plus innovantes possibles, à montrer à quel point elles sont performantes avec des innovations à chaque fois. Et puis oui, enfin des choses, la première estimation, la moto pour poursuivre le président. La moto, on va en parler de la moto. Voilà, toutes ces innovations, on voit que c'est vraiment les décors les plus impressionnants possibles. On voit à quel point c'est important pour les chaînes que ces soirées électorales en termes d'image, en termes d'audience. Patrice Duhamel, on va y revenir, mais comme ça, un premier survol de ce documentaire, impression qui ressort? Très intéressant. Et moi qui me passionne pour l'évolution des relations entre la télévision et les pouvoirs, c'est assez saisissant la manière dont on voit les choses courir. Au début,
Hein, quand c'est la télévision en noir et blanc, 65, 69, il y a très très peu de débats encore à ce moment-là. Alors que maintenant, l'émulation, la compétition, la dramaturgie, y compris entre des chaînes faisant partie d'un même groupe, entre France 2 et France 3, on se dispute les invités. Aujourd'hui, un des grands enjeux, par exemple, notamment entre TF1 et France 2, et ça sera le cas, j'imagine, dans 2 mois, c'est de savoir qui aura les meilleurs invités à 20h, les premiers à réagir. Le plus beau plateau, le plus bel affichage. Le plus bel affichage, la première image que l'on voit même avant d'avoir les résultats à 20h, de voir tous les patrons des partis, et ensuite de savoir à quelle heure, ça c'était le côté journaliste télévision, le côté politique, de savoir à quelle heure, et on le voit bien aussi dans le documentaire, à quelle heure, et notamment au premier tour, qui parle et à quelle heure. Est-ce qu'il faut être le premier? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y en ait 2 ou 3 qui s'expriment? À partir du moment où, bien entendu, les résultats sont il y a plein de choses à décrypter comme ça qui nous donnent des indications en fait sur qui gagne, sur quel camp les politiques ont choisi en termes de télévision, puisqu'ils ont envoyé leur meilleur couteau à quel endroit. En termes d'impact. Et en termes d'impact. Et puis des grands faits politiques quand même. Là, vous en tenez bien entendu, c'est normal au présidentiel, mais il y a eu aussi des soirées législatives, comme il y en aura en juin, avec des vrais faits politiques. Moi, je me souviens, j'étais en plateau en 78, le jour où Rocard a fait sa déclaration, qui d'ailleurs n'a pas changé grand-chose pour son avenir politique, où il a parlé de l'archaïsme de la gauche. C'était une déclaration très forte. En plus, c'était dans les 5 ou 10 premières minutes du débat, comme la dernière étant bien entendu celle de Jospin. Il y a au-delà même de l'élection des faits politiques qui ensuite impactent le film institutionnel pour les 5 ou 10 années à venir. Et on pense aussi à celui de Jospin, non-sens, retrait de la vie politique. Et c'est là que effectivement la soirée devient elle-même un événement politique. L'historien, que nous dit le regard de l'histoire sur tout ça? L'historien voit surtout comment... D'abord, la télévision, c'est un vrai outil de spectacle. Et on voit comment ce spectacle est devenu un spectacle politique. C'est un exercice imposé, une soirée électorale, mais c'est aussi un rituel. Et puis, c'est un grand moment de spectacle, de plus en plus suivi. Je veux dire, en 1958, lorsqu'on a les premières soirées électorales, il y a quoi, 1 million de téléspectateurs. Il n'y a pas beaucoup de postes non plus. Il n'y a pas beaucoup de postes. Non, mais c'est vrai que les il n'y a gens pas beaucoup de postes. Et ils écoutent la radio. Et d'ailleurs, la première estimation IFOP en 65, c'est sur Europe 1 qu'elle est donnée, dans une fourchette d'ailleurs assez large. Hein. Première estimation, Général de Gaulle entre 35 et 55%. Hein. C'est pas plus ça aujourd'hui. Voilà. Il ne faut pas se tromper beaucoup. Et on voit effectivement comment ce spectacle se met en place et chacun y participe à sa manière, à la fois les journalistes, les hommes politiques et le public, parce que même si on connaît les résultats avant 20h, on les connaît de plus en plus avant 20h, il se passe quelque chose là qui se cristallise à 20h, une émotion extraordinaire que seule la télévision peut donner. Bon, alors, on va revenir sur tous ces points que vous avez soulevés. On va commencer avec des petits extraits, d'ailleurs, qu'on va reprendre dans votre documentaire. On va revenir avec 2 extraits que j'avais mis bout à bout, exprès, vous m'en voudrez pas, qui concernent 69 et 72. Alors, 72, c'est un référendum sur l'Europe. Mais vous allez voir, dans ces 2 cas, la télévision a l'air très, très, très fière de montrer à quel point elle a tout mis, les petits plats dans les grands, pour faire la plus belle des soirées. Mais pas dans un registre de concurrence, plus là, vraiment dans un registre de service public. On regarde. Dès 20h, vous serez en mesure de vivre, tout comme nous, les résultats de ce référendum au fur et à mesure qu'ils nous parviendront. Voici, à ma gauche, tout ce système de calcul électronique en liaison permanente avec le ministère de l'Intérieur. L'informatique est devenue la star de la soirée. Par sa vitesse et sa précision, elle garantit la validité des résultats à mesure qu'ils sont transmis. Son avatar, l'estimation, fournie par des instituts de sondage, n'est pas encore advenue. Ça ne saurait tarder. Et puis, dans ce studio où nous nous trouvons, il y a plusieurs cartes. Tout d'abord, une carte lumineuse derrière moi, ce qui vous permettra de mieux situer les départements au fur et à mesure que nous évoquerons les départements. Il y aura aussi des variétés ce soir, comme Bernard Volquet vient de vous le dire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Eh bien, effectivement, 24 heures sur la 2 et Information Première ont décidé ce soir d'unir leurs efforts pour vous présenter en direct de ce studio 4 où nous nous trouvons un panorama complet de ce référendum sur l'Europe, avec d'abord les résultats, ensuite les commentaires. Mais surtout, ce soir, dans moins de 2 minutes, à 20h très exactement, nous allons pouvoir vous donner une estimation très précise du scrutin grâce à une opération effectuée par la Sofres et à la SI. Cette opération estimation inaugure en 1972 une pratique qui s'imposera pour l'annonce des résultats de tous les scrutins qui suivront. Dans le scénario de l'émission, 20h sera désormais le moment du climax dramatique.
Voilà, pour ces deux extraits, je disais 69 et 72, deux moments, deux époques différentes, mais à chaque fois je disais, on n'est pas encore dans le spectacle. Vous parliez de spectacle tout à l'heure, c'est pas encore vraiment le spectacle, on est quand même dans... on n'est pas dans le spectacle, mais... On fait tout et on a une belle technologie. Il y a une partie variété quand même. Il y a une partie variété. Et Et puis il y a la télévision qui se met en spectacle. Regardez ce que nous savons faire. Nous allons vous donner les résultats de minute en minute, d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas vous donner autre chose, à vrai dire. Parce que les hommes politiques, à ce moment-là, ne s'expriment pas tout de suite. Ils ne veulent pas, les états-majors ne veulent pas s'exprimer. On entendra les hommes politiques, d'ailleurs pas forcément en direct, mais plutôt enregistrés, vers 22h, 23h. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Aujourd'hui, tout a été dit, ou presque, entre 20h et 21h. Mais par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, vous parlez de concurrence tout à l'heure, Patrice Duhamel, là, quand même, on voit qu'en 72, la 1 et la 2 se sont donné la main pour travailler ensemble, ce qui est difficilement envisageable aujourd'hui. Bon, c'est un grand débat dans le groupe France Télévisions pour les dernières présidentielles ou législatives. Il y a la dimension régionale de France 3 qui impose à France 3 de faire une soirée avec ce qu'on appelle des décrochages régionaux que l'autre chaîne ne peut pas faire ou ne doit pas faire. Donc il y a franchement une complémentarité et une recherche d'harmonisation dans les horaires. Il y a une chose très importante pour les téléspectateurs qui j'imagine, connaissent déjà. C'est-à-dire que le suspense pour eux est très fort. On va peut-être en parler après, à mon avis, compte tenu de l'évolution d'Internet d'ailleurs. Le 22 avril et le 6 mai, il y a énormément de gens qui auront le résultat également avant, en allant voir sur des sites étrangers, c'est évident. Mais il faut savoir que les présentateurs, comme les hommes politiques, c'est d'ailleurs pour ça que maintenant ils parlent des 20h05, ils ont les résultats entre les vrais, fiables. Sauf quand c'est très serré, entre 7h moins le quart et 7h. Moi, le 21 avril, donc, ce suspense le du 21 20h... avril 2002, on a eu l'indication vers 18h50 que Le Pen était très vraisemblablement devant Jospin pour le deuxième tour. Donc il y a le suspense vis-à-vis du téléspectateur, mais les hommes politiques qui font parfois semblant de découvrir... Et les journalistes des télévisions. Oui, ils font parfois semblant de découvrir le résultat à 20h. Ils ont eu le temps d'y réfléchir pendant un bon moment. Alors on disait, on voit que c'est un enjeu énorme, ces soirées, parce que c'est devenu le grand rendez-vous médiatique pour les télévisions. On va dire qu'il y a la Coupe du Monde de football, pour faire simple, et qu'il y a les soirées électorales. Et les grandes étapes de montagne du Tour de France. Et les grandes étapes de montagne absolument. du Tour de France, là aussi c'est pari technologique. Mais quand on est patron de chaîne comme vous l'avez été, est-ce que ça veut dire que là, tout est permis? Ça coûte combien des soirées, à organiser des soirées électorales? C'est très cher. Pas le chiffre précis en tête, je dirais, pour une grande soirée comme celle-là, sur l'ensemble des deux chaînes, plusieurs millions d'euros, mais 2-3 millions, je dirais comme ça, à la louche, 2-3 millions d'euros. Et on se fixe des limites ou alors, on dit c'est la politique, on y va? Si c'est des instituts différents, mais il y a aussi, peut-être, on a le temps d'en parler, il y a aussi la compétition entre instituts, avec quelque chose d'assez nouveau que moi j'ai vraiment vécu sur le terrain en 2007, qui est les discussions, vous pouvez peut-être en parler, entre 18h30 et 19h15, quand il y a des résultats un peu serrés, les instituts se parlent. Et les patrons de chaînes se parlent. Moi j'ai eu quand j'étais directeur général de France Télévisions... Et toi, tu vas annoncer quoi? J'ai eu des discussions avec des confrères de privé, disant bon alors qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui... Tes instituts à toi, ils disent quoi? Et on se met d'accord? Oui, voilà. Vous vous mettez d'accord entre vous? Non, c'est-à-dire qu'on a le 21 avril, c'est évident qu'il y a eu des discussions entre instituts pour savoir s'ils étaient tous d'accord. C'est-à-dire qu'on a chacun des... Dites la vérité, vous dites la vérité. Nos premières tendances vers 6h30, 7h, il est bien évident qu'on vérifie que les tendances sont les mêmes. Et c'est à chaque fois, effectivement, l'enjeu est tellement fort, surtout dès 74 d'ailleurs, au deuxième tour de 74, l'écart entre Mitterrand et Giscard est extrêmement faible, 400 000 voix. Et donc là, effectivement, je crois que les instituts ont vérifié qu'ils ne se trompaient pas parce que l'enjeu était extrêmement fort. Et donc, effectivement, on vérifie toujours qu'on a bien trouvé à peu près les mêmes résultats. Ça veut dire quoi? C'est un usage entre vous que de vous appeler pour dire, bon bah, trêve de concurrence, vous annoncez quoi? Est-ce que ça peut faire changer d'ailleurs vos estimations? Non, on n'établit pas nos intentions de vote en fonction des concurrents. Mais s'il y a un écart terrible. Oui, en l'occurrence, il n'y a pas d'écart terrible, heureusement. Sinon, ça voudrait dire que la méthodologie n'est pas bonne. Mais imaginons... C'est intéressant 74 parce que si ma mémoire est bonne, c'est l'élection la plus serrée de toute la Ve République au suffrage universel. Et là, je crois moi, je pense, alors avec le recul, mais je pense que si les instituts n'avaient pas été tout à fait d'accord entre eux, je pense que tout le monde aurait dit 50-50. Match nul. Oui.
en attendant d'avoir des précisions. J'imagine que c'est comme ça que ça serait passé. Et idem pour Le Pen, parce qu'on on l'avait vécu en direct nous, on voyait à quel point les patrons d'instituts étaient très très hésitants sur le point de savoir s'ils devaient donner ou pas l'information, donner ou pas Le Pen en tête, ou donner Jospin et Le Pen à égalité. C'était la même problématique en fait. Hein. Généralement, jusqu'à présent, on croise les doigts pour que ça continue, on était quand même à peu près sûr et tout le monde trouvait le même ordre d'arrivée. Ensuite, des fois, ça change sur l'écart qui est plus ou moins serré. En 95 également, l'écart entre Chirac et Balladur au début était très faible sur certaines chaînes, un peu plus élevé sur d'autres. Donc il y a comme ça des incertitudes également donc en 74 et donc à ce moment-là on vérifie que tout le monde donne bien les mêmes informations et que ce qu'on observe est bien la même chose que ce qu'observe les autres. Mais vous gardez vos chiffres? Bien sûr. Enfin, sauf catastrophe. Oui, sinon vous gardez vos chiffres. On n'a jamais eu un institut qui voit un résultat et un autre institut qui voit d'autres résultats, heureusement. Alors d'un point de vue historique, là on parlait de ces soirées qui étaient allées en amplification en termes de moyens et d'enjeux et pour avoir les meilleurs invités, etc. Quand est-ce que ça a basculé? Quand est-ce que, si on dit que c'était pas tout à fait le show au début, quand est-ce que c'est devenu vraiment un show et un enjeu très important pour les chaînes? Moi, je dirais à la fin des années 70. 74 déjà. Oui, c'est ça. Oui, 74. Vraiment à partir de 78. Parce qu'il y avait un vrai suspense. Voilà, et notamment en 78, parce qu'on ne sait pas si la gauche ou la droite va l'emporter. Et là, pour la première fois, il y a une vraie mobilisation, notamment des hommes politiques, qui sont là dès le départ de la soirée. Et le débat a un rôle considérable. Il y a déjà des points en province où on interroge des gens et où on va maintenir le suspense finalement toute la soirée. Une soirée qui va durer 5 heures. Enfin, c'est tout à fait Parce qu'on ne sait pas à ce moment-là ce qu'il en est. Parce qu'on ne sait pas véritablement si la gauche ou la droite va l'emporter. Bon, après ça se décante au cours de la soirée, mais en tout cas ça tient en haleine le téléspectateur. C'est vrai, la durée des soirées, c'est un élément politique et historique intéressant. Sauf erreur de ma part, en 60, au référendum de 69, je ne pense pas que la télé ait gardé l'antenne en direct jusqu'à la démission du général, c'est-à-dire, si ma mémoire est bonne, 0h17. C'était donc le lundi matin à 0h17, je crois. On l'a su le lendemain. Enfin, on l'a su, ça a pour été annoncé l'essentiel des tout de gens. suite, mais je ne pense pas que la télévision soit restée en direct jusqu'à ce moment-là. Parce qu'on savait que de toute façon le général s'en allait. On peut considérer ça comme ça. Mais aujourd'hui, c'est totalement inimaginable. On passerait, président qui démissionne, on y passerait presque sans doute la nuit. Et on enchaînerait avec les émissions du matin. Ben, oui. Il y a un moment clé dans les élections dans les années 60 et même au début des années 70, c'est la déclaration du ministre de l'Intérieur. Et c'est véritablement à partir de là, c'est tardif, hein, c'est 22h30, 23h, c'est véritablement à ce moment-là que les hommes politiques se libèrent et parlent. Maintenant, plus personne ne fait attention à la déclaration du ministre de l'Intérieur. On l'attend plus. À une époque, on l'attendait. On bascule à ce moment-là de l'estimation au résultat. Et c'était ça aussi qui était important, c'est que le ministère de l'Intérieur, c'est là où on donnait les résultats, on attendait ces résultats. Quand l'estimation, comme vous dites vous-même, arrive à un moment où elle dépasse le résultat, le ministère de l'Intérieur devient juste le juge de paix qui valide l'estimation. Mais il a toujours validé ce que les sondeurs ont donné à 20h. Et il ne faut pas confondre estimation et sondage, sortie des urnes, etc. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà, c'est leur dire pour les gens qui ne savent pas encore très bien. Il y a d'une part des sondages où on interroge un échantillon représentatif de la population française, on téléphone à des gens. Les estimations, en revanche, c'est un échantillon représentatif de bureaux de vote. C'est-à-dire qu'on va dans 200 à 300 bureaux de vote qui sont représentatifs des résultats de l'ensemble des bureaux de vote. Voilà un petit peu la différence. Et à partir de ça, vous faites vos estimations de 20 heures. Voilà, exactement. Et elles sont fiables à combien? À une décimale près? Quand les bureaux de vote sont finis, on commence à dépouiller les bulletins et une fois que 100 bulletins sont dépouillés dans chacun des bureaux de vote test, on a une première estimation vers 6h30. Ensuite, on refait, après 200 bulletins de vote dépouillés, on refait une estimation plus précise et ensuite, à 19h30, on a le résultat final quasiment lorsque tous les bulletins sont dépouillés dans chacun. Bon, c'est comme ça que Patrice Duhamel peut dire qu'à 7h moins le quart, il savait déjà que Mitterrand avait gagné, par exemple. La victoire de Mitterrand en 81, oui, je l'ai su à 18h45, 18h50, oui, absolument. Voilà. Et j'étais pas très nombreux à le savoir quand même s'il y avait un mouvement assez important. Pas très à ce nombreux. moment-là, non, ça a été mais encore d'ailleurs, une surprise. on a beaucoup débattu sur le visage de Jean-Pierre Elkabbach et d'Étienne Moujotte à 20h, disant ils découvrent le résultat, etc. C'était quand même un peu exagéré. D'abord, ils le connaissaient comme nous depuis 1 heure et quart. Non, mais justement, on va revenir à cette soirée-là parce qu'il y avait un petit peu une ambiance un peu particulière comme ça. Ce jour-là, oui. 80, vous allez nous la raconter. Oui, vous êtes sur le plateau de la Une, bien sûr, et vous animez avec Cavada. Sur TF1, une gigantesque photo de l'Élysée encadrée par les portraits des deux candidats sert de décor aux déclarations tantôt lyriques, tantôt désabusées des hommes politiques des deux bords. Mes premiers mots, me souvenant
me souvenant de ce que les ouvriers en 1936 écrivaient sur les wagons de chemin de fer, c'était des sidérurgistes, vive la vie. Je suis profondément démocrate et républicain, le suffrage universel a parlé, c'est lui le juge, il faut le reconnaître et ne pas discuter les résultats, et je n'ai jamais aimé ces soirs d'élection où chacun prétend avoir gagné. Alors, cette soirée-là, qui est quand même une soirée très, très, très particulière, quand on la présente, quand on l'anime, alors vous dites on sait avant, mais quand même, il y a un moment, on l'annonce. Oui, en l'occurrence, sur la une, c'est Jean-Marie Cavalla qui l'a annoncé. Moi, j'animais les débats à côté. En revanche, moi, j'ai un souvenir personnel que j'ai déjà raconté dans le livre que j'ai fait avec mon frère Alain, là, il y a 1 an et demi, Carte sur table, sur les relations entre le politique et les médias, où à un moment, on a passé la parole à l'envoyé spécial à la Bastille, et où les gens hurlaient contre El Kabbach, Moujotte et les frères Duhamel. Donc c'était un petit peu dur. Voilà. C'était un petit peu dur. Mais il y avait surtout... Parce qu'il n'y a quand même pas une épuration, mais on savait qu'il laisse passer des choses. Et quand épuration, non. Épuration, le terme est mal choisi. On laisse ça à d'autres. On laisse ça à d'autres. Mais tout d'un coup, on sait qu'il va se passer quelque chose. Quelle ambiance il y avait sur le plateau? Oui, alors il faudrait, on n'a pas le temps, replacer les choses dans leur contexte. C'est que c'est la première alternance depuis le début de la Ve République. Voilà, que la télévision à ce moment-là, elle est organisée comme on le sait, avec un monopole absolu, l'ORTF, quelques progrès qui ont été faits sous Pompidou avec Chaban, ensuite on a remis le couvercle dessus, quelques nouveaux progrès avec Giscard, et puis moins bien à la fin du septennat qu'au début aussi, mais il y a encore une mainmise de l'État en 81 qui est importante. Donc il y a un climat général à l'intérieur de l'entreprise TF1, entreprise service public, TF1 ou Antenne 2, qui est extrêmement particulier. Moi, je n'ai jamais vécu un tel climat dans les autres élections par rapport à 80. C'était quelque chose de tout à fait étonnant. Alors, on dit que les hommes politiques savent quand même le résultat bien avant qu'il soit annoncé officiellement à 20h. Mais est-ce que 20h, et c'est peut-être vous dire qui me répondre à ça, est-ce que 20h, ça reste pas quand même un moment nécessaire dans la grand-messe, l'officialisation du moment? C'est le moment où même si on sait, on peut exploser. Il y a une espèce d'explosion, et c'est ça qui est magnifique, c'est que on s'aperçoit que c'est une explosion, tout le pays explose. C'est-à-dire sur les plateaux, dans les QG des candidats, partout il y a une espèce de mouvement de foule comme ça. C'est très étonnant ce qui se passe. Et ça se passe dès 74, même avant. Dès 74, il y a ce moment très particulier. Les gens l'attendent. Et puis c'est l'image qui restera dans l'histoire. Oui. C'est l'image du 20h. Voilà, le portrait de celui qui a gagné. C'est 100 fois, la tête de Mitterrand qui apparaît. C'est devenu presque maintenant une image collective. Elle n'est même plus à la télévision. Ça fait partie de l'histoire de la France. Et chaque fois, chaque année, on essaie justement de ce moment-là, de ce portrait-là, en faire autre chose. Et toute la technologie est là-dedans. On essaie de mettre toute la technologie ce jour-là. Mais sur le plan technologique, moi je suis prêt à prendre à Paris. Alors on verra dans deux mois si je vais gagner ou pas. Je pense qu'il y aura des manifestations dans les grandes villes ou ailleurs avant 20h. Parce que les gens le sauront par Internet, etc. Je pense avant 20h. Ça va être intéressant. Il faut aussi souligner sur l'émotion sur les plateaux, parce que même s'ils connaissent les résultats depuis 1 heure, on a là en direct sous nos yeux des hommes et des femmes politiques qu'on a l'habitude de voir qui là ont appris au maximum il y a 1 heure qu'ils avaient gagné ou qu'ils avaient perdu, donc que leur destin est bouleversé. Et on voit que eux qui d'habitude maîtrisent leur émotion, maîtrisent leur image, très souvent là l'émotion est trop forte pour être maîtrisée. Et une des choses qui fait le succès de ce genre d'émission, télévisuellement parlant, c'est de voir des hommes et des femmes dont l'émotion est trop forte pour être maîtrisée. Et on voit des gens qui d'habitude se contrôlent et qui là ne se contrôlent pas du tout. On voit des têtes longues, défaites, on voit des visages rayonnants, on voit Édouard Balladur qui se met en colère, comme on l'a jamais vu en colère, grondant ses militants parce qu'ils font du bruit. Est-ce que c'est vraiment un moment de vérité ou est-ce que c'est l'application à ce moment-là de tous les éléments de langage, comme on dit, qui ont été emmagasinés, etc. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit la vérité de l'émotion. Elle sort quand même. Oui, on voit Jacques Chirac qui, en 88, essaye de faire bonne figure, mais on voit très bien, il en ressort lorsqu'il félicite François Mitterrand, on voit quand même qu'il est extrêmement crispé. Cette vérité-là est très forte et ça participe du succès spectaculaire de cette émission. Et il y en a qui n'interviennent pas. Et il y en a qui n'interviennent pas. Si ma mémoire est bonne, en 81, Giscard n'a pas fait de déclaration à la télévision. Il a dû avoir un communiqué. Il est resté à Chamalières. Oui, mais il aurait pu faire de la télé de là-bas. Oui, il a eu un communiqué. Alors j'ai un petit bémol sur l'authenticité, qui est un bémol de politique, qui est sur 2 grands événements. En 81, alors je n'y étais pas puisque j'étais sur le plateau, mais je me souviens qu'on m'avait raconté, ceux qui étaient à côté de Georges Marchais. Ah oui. Alors il a fait sa déclaration en disant c'est formidable, on est prêt à entamer les discussions pour rentrer au gouvernement, etc. Sa première réaction
vers 7h, entre 7h et 8h, quand il a su que Mitterrand allait gagner, et avait gagné, c'est qu'il n'était pas très content quand même. Ah, il voulait pas ça. Bon, alors, En tout cas, il savait que ça n'allait pas être la fête pour voilà, le ça, Parti c'est communiste. clair. Et puis il y a le 21 avril 2002, où Jean-Marie Le Pen, quand il a su qu'il était au deuxième tour, il y a eu moi j'ai des témoignages directs de journalistes qui étaient là, il y avait un mélange entre la satisfaction, bien entendu, d'être au deuxième tour, ce qui pour lui était quelque chose d'incroyable, et en même temps, il avait immédiatement compris que son objectif ne serait pas atteint, et son objectif, c'était que Chirac soit battu. Et il a compris tout de suite que Chirac Donc serait la part élu. de jeu n'a pas complètement Donc il y a quand même sur les événements exceptionnels des moments où la sincérité est toute relative. On voit la sincérité chez Jospin, on voit l'émotion chez Ah Jospin bah oui, qui alors est là, très bien forte. entendu. Mais... Oui, mais là, il s'agit effectivement de déclarations de candidats qui sont quand même très, très bien préparées. Mais après, il y a tout le travail des lieutenants qui doit être fait sur les plateaux de télévision. Et là, justement, on a de plus en plus besoin de ces éléments de langage parce que après, il y a autre chose. Après la présidentielle, il y a des législatives. La vie politique continue. Donc il faut à la fois dire, reconnaître sa défaite, mais il faut quand même d'une certaine manière la minimiser parce qu'il ne faut pas compromettre les échéances suivantes. Donc ce sont d'autres partis qui se jouent. Et ces éléments de langage, d'ailleurs, quelquefois, on a quand même l'impression, quand on zappe d'une chaîne à l'autre, de les entendre intégralement dans les mêmes termes. Chez les uns comme chez les autres. C'est grandement ça qui a changé. C'est que en 1965, il y a quoi? Il y a une chaîne. Voilà. Donc tout le monde est focalisé sur cette chaîne-là. Mais depuis, elle se multiplie. Mais depuis, elle se multiplie. Elle se multiplie. Donc les porte-paroles vont eux-mêmes se démultiplier. Donc il faut encadrer un discours. Les réactions. Voilà, il faut encadrer un discours pour que tout le monde dise à peu près la même chose. Donc dans les QG, en général, ça se passe dans les QG, entre 19h et 20h, il y a la réunion de préparation. 8h moins le quart, il y a la réunion de préparation avec la petite dizaine de porte-parole qui vont aller sur les différents médias, qui sont avec le candidat, et là, ils se mettent d'accord sur les éléments. Sur la base des fameuses estimations que vous avez. Ça sera comme ça le 22 avril, bien entendu. Mais ce qui est intéressant dans le documentaire, c'est qu'on voit que les éléments de langage, c'est toujours les mêmes, quelles que soient les élections. C'est-à-dire que dans le camp des vaincus, de deux choses l'une, soit on décide d'assumer la défaite, de jouer profil bas, comme Rocard en 78, et éventuellement pour se positionner comme succédé. Exactement. Soit au contraire, on essaye de minimiser, voire de nier la défaite, comme Georges Marchais effectivement en 80, qui ne veut pas s'affaiblir en avouant sa défaite. Soit en 86, les dirigeants de gauche du Parti socialiste qui veulent protéger un petit peu François Mitterrand. Soit plus récemment, encore au régional de 2010, où on a vu la droite au premier tour minimiser la défaite pour ne pas démobiliser leur électorat au deuxième tour. Et puis, dans le camp des vainqueurs, c'est pareil, il y a toujours deux types de discours. Il y a ceux qui veulent faire souffler le vent de la victoire, etc., un petit peu comme Mauroy en 81, qui est le plus lyrique possible, vive la vie, ou Lang, on passe de l'ombre à la lumière, etc. Et puis il y a le côté responsabilité. Et puis il y a le côté modeste, notamment au premier tour surtout, pour ne pas démobiliser les électeurs au deuxième tour. Si on dit au premier tour, on s'est déjà gagné, c'est bon, ça risque de démotiver les électeurs au deuxième tour. Puis il y a aussi le lieu, puisque c'est en direct à la télévision, où la victoire va se fêter. Ça, c'est quand même quelque chose qui n'existait pas avant. Attendez, on va y venir. Un autre extrait d'abord sur, là c'est Poivre d'Arvor, qui, Dieu sait, il en a fait aussi des soirs électorales, et c'est le soir du 21 avril, et on va voir un petit peu comment il se retient pas de dire un petit peu les choses avant qu'elles n'aient lieu, avant que ça soit autorisé. On va parler justement de ce fameux embargo, si je puis dire, du 20h. Rebonsoir, nous allons nous retrouver ensemble pour 3 heures environ. 250 personnes se sont mobilisées à TF1 pour vous donner les résultats et toutes les réactions. TF1, le champion de l'audimat, a mis des gros moyens pour s'assurer de ne rien manquer de ce qui se prépare. Il y a une ébullition terrible dans tous ces quartiers généraux, car nous nous dirigeons vers de l'inédit, du jamais vu dans une campagne présidentielle en France. Depuis 19h, des rumeurs courent. Les estimations filtrées par la presse suisse donnent Le Pen au deuxième tour. On pourrait bien se diriger vers un duel entre un homme qui pour l'instant se détache et deux autres qui sont pour l'instant dans un mouchoir. Alors c'est quand même marrant, tout le monde a compris, ou tout le monde peut comprendre. Tout le monde peut comprendre, oui, ça c'est clair.
On montre M. Le Pen pendant qu'on dit il y a un homme qui s'est détaché, un homme et deux autres. Oui. Si on ne comprend pas, c'est qu'on a les oreilles bouchées ou les yeux. Hein. Donc tout ça parce qu'il y a ce fameux 20h qui est en principe Vous avez vu, le décompte sacré. 16 minutes 35 avant, hein. 16 minutes 35 avant, c'est déjà fait, c'est déjà joué, c'est déjà plié. D'ailleurs, Canal+, à l'époque, les Guignols faisaient la même chose. Dans les Guignols, comme ils n'avaient pas cette difficulté-là, ils étaient en train de dire « Oh, c'est Le Pen au premier tour ». Donc, c'est un secret de polichinelle. Mais malgré tout, 20 minutes après... Il faut respecter le CSA. Il faut le faire. Et l'émotion, elle n'est pas là, elle est au moment. Alors déjà, c'est quoi l'intérêt de laisser filtrer comme ça déjà des résultats sans le dire? Est-ce qu'effectivement ça fait partie de la bataille des chaînes? Est-ce qu'il faut que les gens se disent, sur TF1 ou sur France 2 ou sur je sais pas qui, peut-être qu'ils vont déjà nous dire avant les autres ce qu'il en est? Ça fait partie d'une part de la compétition entre les différentes chaînes et d'autre part de la dramaturgie de la soirée. Voilà, c'est une espèce de teasing sur il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Bon, quitte à enfreindre les règles, quitte à aller au-delà un petit peu de ce qui est autorisé. Là, on flirte avec les règles, hein, mais en même temps, bon, là, je parle devant des spécialistes, je n'en suis pas un sur la sociologie politique. Bon, à 8h moins le quart, on voit mal des centaines de milliers de personnes se ruer dans les bureaux de vote pour aller modifier le... Non, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on zappe, on attend. Moi, je me souviens de Jean-Pierre Elkabbach annonçant, il avait carrément grillé l'embargo, il avait dit il est presque 20h, et il lançait les résultats ouvertement. C'est plus intéressant encore parce que lorsque on présente la soirée, derrière, on voit déjà le résultat. On le voit, et ensuite il y a marqué soirée électorale. C'est-à-dire, si on ouvre les yeux, on a pendant 3 secondes le résultat. Mais quand il ouvre la soirée, 20 minutes avant, 25 minutes avant, il ouvre la soirée en 81, et en fait, le synthé dit déjà, et puis soirée électorale, mais on le voit déjà, si on a les yeux bien ouverts, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Alors c'est technique, hein, je veux dire, le type qui faisait le synthé, il s'est trompé. Bon, d'où question, et vous le disiez tout à l'heure où maintenant il y a les sites internet, maintenant il y a la Belgique, la Suisse, sur les sites internet qui ne sont pas soumis du tout aux mêmes règles que nous, est-ce que ça tient encore? Ou est-ce qu'on peut le tenir déjà, cette histoire du 20h avant d'annoncer quelques estimations que ce soit? Il y a des soirées pour VIP dans les chaînes de télévision et dans les radios où ils ont les résultats à 19h ou 19h15 avec une règle déontologique parmi les invités qui est de ne pas envoyer ça par Twitch, j'en parle même pas, mais par SMS. Moi, je reprends le pari pour la deuxième fois que le 22 avril et le 6 mai, je serais très étonné qu'il n'y ait pas des fuites lourdes avant 20h. Je serais très étonné. Il y en aura nécessairement. D'ailleurs, on s'aperçoit que... Ça, c'est la première fois quand même. Sans doute. Mais pour 2002-2007, c'était plutôt les sites étrangers qu'on allait consulter. Là, ce seront les réseaux sociaux, et on le saura. D'ailleurs, on en a eu l'expérience, ne serait-ce qu'avec les régionales. On connaissait les résultats 1 heure avant. Il n'empêche que, même si on connaît les résultats, il y a ce fameux 20h, qui est un moment d'émotion considérable, et qui fait que la télévision est une sorte de juge de paix. Si la télévision le dit à 20h, c'est que c'est vrai. Avant, on veut y croire, ou on craint d'y croire, mais on y croit vraiment à partir de 20h. L'information est connue avant, on aura besoin de cette officialisation-là. Même s'il y a des manifestations dans la rue avant. Je ne suis pas sûr qu'il n'y aura pas de manifestation. J'y crois pas aux manifestations. Je pense qu'il y aura des signes, il y aura des... On commencera peut-être des débuts de rassemblement, des grandes manifestations populaires. Les grandes manifestations populaires, non, mais des signes dans la rue, je pense qu'il y en aura. On les voit déjà. Mais ça existe déjà quand on monte les podiums sur la place de la Concorde 1 heure avant. Le podium, il est déjà monté, ils sont en train de le monter, ils disent voilà, le podium se monte, ceci et l'autre, les gens affluent sur la place de la Concorde. En 2007, c'était comme ça. Est-ce qu'il faudrait changer cette règle alors? Ce qui est amusant aussi, c'est que le jeu des téléspectateurs avant 20h, c'est de regarder la tête des différents invités et de regarder ceux qui ont l'air les plus joyeux, etc. Et des présentateurs. Essayer de deviner comme ça. Mais la règle, il faut la changer ou il faut rester avec ça? Et tant pis si on sait par la Belgique, par la Suisse ou par ailleurs ce qu'il en est déjà bien avant. Ceux qui vont aller chercher sur Internet, etc., ce seront quand même une partie des téléspectateurs les plus intéressés, les plus politisés. En même temps, je vous disais, les premières tendances, on les a à 18h30, 19h. Ceux qui ne peuvent pas attendre 20h, ça va être quand même, c'est pas tout l'ensemble de la population qui va attendre ça. Ça va tweeter partout, mais ça va certainement tweeter. Mais il faut bien voir le côté très important, effectivement, du 20h, du moment de 20h, et de ce qui se passe à ce moment-là dans le pays, où ça participe d'une sorte d'unité nationale, si vous voulez. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez une communion de tous les Français qui ont le sentiment d'avoir perdu entre eux, et une communion de tous les Français qui ont le sentiment d'avoir gagné. Et dans un deuxième temps, et c'est très intéressant, en fin de soirée électorale, et surtout le lendemain, il y a une fusion de ces deux communions en une communion nationale, derrière le vainqueur, qui
se trouve presque sacralisé. Et une chose importante, très amusante, c'est de voir les reportages à la télévision le lendemain qui retracent la vie du président nouvellement élu, complètement héroïsé, où ce sont des sortes d'hagiographies, comme on ne voit jamais à aucun autre moment, qu'on ne voit que lorsqu'une personne décède et qu'il y a un hommage national, ou lorsqu'une personnalité devient président de la République, et où il y a cette sacralisation. Ça fait partie de nos rites républicains. Exactement. On voit l'enfance du nouveau président, une ascension extraordinaire, une carrière hors du commun, son instituteur, sa maman, etc. Et c'est vrai qu'il y a assez peu de recul par rapport aux personnalités à ce moment-là. Ils sont formidables. Et ça participe de cette sacralisation et de cette union nationale, et ça lance l'état de grâce qui va durer plus ou moins longtemps. Alors, vous avez parlé de Un communion. mot qui après, je voudrais regarder autre chose. De communion. Et moi, j'ai appelé le film messe catholique. Même si on a perdu la foi, on va à la messe quand on se marie ou quand on fait le baptême. Donc c'est bien ça. On n'y croit plus tellement. C'est la République, c'est la démocratie. Mais on y va. Même les gens qui sont abstenus, bien entendu. Bien sûr. Oui. Tout le monde joue là-dessus. Il y a quelque chose de monarchique là-dedans. Je disais, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je voulais vous montrer deux extraits, un nouveau extrait de votre film. L'un sur Chirac 95, la moto, et j'étais dessus, et l'un sur Sarko 2007, le Fouquet. Si on va voir un petit peu ces premiers pas de président, comment il faut les regarder, comment on les ausculte aujourd'hui, et comment ça marque éventuellement une mandature. Oui. Voici le cortège de Jacques Chirac qui part de l'hôtel de ville pour le QG de l'avenue. On voit d'ailleurs M. Jacques Chirac, fenêtre ouverte, avec Benoît Duquesne derrière. Benoît. Attendez, mais Jacques Chirac vient de sortir de l'hôtel de ville. Vous devriez le voir à l'image actuellement. Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, vous êtes heureux ce soir? Ainsi, la première chaîne est passée à côté de l'image de la soirée. Nous venons de quitter la salle Gaveau dans une meute de motards qui suivent la voiture de Nicolas Sarkozy. La promenade en voiture inaugurée 12 années auparavant par Jacques Chirac est devenue en 2007 l'événement central de la soirée. Les motos suivent en meute et le bras à la fenêtre, symbole du vainqueur, est montré à l'envi. Nouveau président de la République. Laurent Fabius, alors qu'il découvre ces images, cette défaite n'est pas si grave que ça, Laurent Fabius. À l'antenne, les spéculations vont bon train. Le candidat avait parlé d'un premier acte symbolique. Pour l'instant, Nicolas Sarkozy se restaure dans un restaurant près des Champs-Élysées. Il rejoindra la place de la Concorde après ce dîner. Voilà, à moins que Nicolas Sarkozy ne soit en train d'entamer une descente à pied des Champs-Élysées pour marquer cette journée. Non, il est en train de rentrer au restaurant. Il faut bien penser à s'alimenter aussi, même quand on est président de la République. Et quand on voit à quel point on a pu parler de ce Fouquet, cette soirée du Fouquet, on se dit qu'il aurait mieux fait de descendre les Champs-Élysées à pied, effectivement. Je ne veux pas faire de la pub pour une consoeur que j'aime beaucoup, mais quand on a lu le livre de Catherine Ney, on regarde ces images avec tout un autre regard, parce qu'il dit quand même dans ce livre, et il l'a redit il y a quelques jours sur France 2, que c'est la pire soirée de sa vie. Et ça, bien entendu, personne sur le plateau d'aucune des chaînes ne le sait. Personne ne le comprend. Hein. Et parce qu'on ne sait pas encore que Cécilia n'est pas allée voter. On ne le saura que plusieurs jours après. Oui. Alors, il y a deux choses. Il y a déjà, effectivement, cette omniprésence de la moto. J'en parle parce que j'ai fait la première fois. C'est incontournable. Ça fait partie du rituel monarchique, républicain. Voilà, maintenant, c'est comme ça. C'est une image de la campagne. Effectivement, c'est moi qui l'ai inauguré. C'était pas une idée que j'avais eue d'ailleurs. Je m'en vanterais si ça avait été le cas. Mais c'est vrai que ça marquait la campagne et qu'à l'époque, c'était un dispositif hallucinant. Techniquement, il faut le dire, c'était 3 ou 4 motos autour de moi. C'était des relais, voitures, avions, etc. Enfin, c'est le dispositif Tour de France. Tour de France. Voilà. Incroyable. Maintenant, c'est beaucoup plus simple de faire ça. Mais est-ce que ça veut dire que par rapport à une première soirée électorale du premier tour, où, ma foi, il y a encore des enjeux politiques, de ralliement, etc., la soirée du deuxième tour, à la limite, ça n'est que ça. C'est qui est et que devient et que fait notre président. C'est plus que ça. Et on le voit bien avec ce mouvement, c'est la marche triomphale. On a envie de voir le vainqueur et on a envie de le voir triompher, bouger. On veut le voir respirer presque. Hein. Et participer à l'émotion collective. Je crois que ce qu'on a reproché à Nicolas Sarkozy, c'est justement ça, de ne pas avoir participé lui-même. Et en fait, un président de la République, quand il devient président de la République, il ne s'appartient plus à lui-même. Il appartient au peuple qui l'a élu et au peuple tout court. Et je crois que ces deux images que nous venons de voir sont complètement opposées à cet égard.
Et est-ce qu'elle marque, parce que ça a été le cas pour le Fouquet's, mais est-ce que quand on voit ce Chirac, je dirais pas débonnaire, mais tranquille, avec moi ça m'avait frappé, cette voiture qui s'arrête au feu rouge, le temps qu'il prend, le fait qu'il ne parle pas trop, etc. Est-ce qu'on n'avait pas déjà son septennat d'ailleurs? Non, un quinquennat il l'a raccourci en cours de route, il a fait quoi? Non, il a fait un septennat, puis un quinquennat. Puis un quinquennat. C'était donc d'abord le septennat. Est-ce que c'était pas tout son septennat qui était contenu dans ces images, comme on aura toute la problématique du Fouquet's, de l'argent, des riches, de machin, qui sera contenu dans cette première image de Sarkozy? Non, mais on voit vraiment la différence entre une soirée électorale de premier tour, qui est une soirée très politique, puisque ça lance la campagne pour le deuxième tour, et la soirée électorale du deuxième tour, où c'est complètement, on est en quasi-monarchie républicaine. C'est une soirée de sacre, avec le peuple qui se met derrière le président, qui regarde le président rouler en voiture. Enfin, et oui, c'est vraiment un plan très très différent. Hein. Le deuxième tour, c'est vraiment l'intronisation, le sacre du président roi. D'où d'ailleurs maintenant la question qui revient rituellement dans les grandes émissions politiques, c'est où irez-vous fêter votre victoire? Voilà, c'est devenu un... C'est plus est-ce que vous allez engager une politique de recherche, d'investissement, quel sera votre Premier ministre, c'est où allez-vous le soir de votre victoire? Devant les caméras de la télévision. Et Nicolas Sarkozy est le seul à avoir raté cette soirée-là, parce qu'il n'a pas respecté les rites. Mais jamais auparavant, un président de la République avait soiré cette raté-là. Cette soirée-là, Nicolas Sarkozy est le seul à devoir traîner comme un boulet 5 ans après sa soirée d'élection. Et ça veut dire que tous les gestes compte, on devient président et tout compte, tout peut être valorisé ou au contraire traîné pendant des années, c'est ça? Exactement, toute l'attention est braquée sur vous, sur le moindre de vos gestes. C'est très étonnant parce que ce qui était vrai devient faux à cause de la com. Alors on essaie de refaire, on met le bar à la fenêtre, on fait tout, et c'est pas ça qui marque. Parce que cette image avec le bras à la fenêtre, c'est du Chirac bis, mais ça ne marche pas, personne n'y croit. Et c'est ce qui nous échappe qui marque. Mais les premiers jours d'un président, d'un nouveau président, sont des jours fondamentaux parce qu'ils sont très très lourds en symboles. C'est Giscard qui remonte les Champs-Élysées à pied, c'est Mitterrand au Panthéon. Et si on n'a pas cette image-là qui peut éventuellement effacer l'autre, qui n'est pas très très positive, on va nécessairement revenir sur la première. D'accord, donc il ne faut pas se rater sur cette image-là. Ça pourrait être quoi l'image du prochain président? Et ça pourrait être quoi l'innovation? Parce que la moto, ça suffit. Il y aura peut-être toujours des motos. Elle y sera de toute façon. Elle y sera totalement incontournable. Mais qu'est-ce qu'on pourrait inventer? Je pense même qu'il peut y avoir des motos dès le premier tour. Le Sibérou, par exemple, n'est pas au deuxième tour, qui apparaît aujourd'hui dans les sondages. Il y a peut-être des motos qui essaieront de savoir où il va, qui il va voir, qui il va rencontrer. Pendant la primaire socialiste, il y avait des motos qui suivaient Ségolène Royal, la primaire socialiste. Il y avait des motos qui suivaient. Bon, et ça serait quoi la bonne idée à inventer pour faire la différence en soirée électorale? Vous seriez à nouveau patron d'une chaîne, vous diriez quoi? Trouvez-moi quelque chose, il faut absolument qu'on invente un truc. Alors moi, ce qui me passionnerait, mais c'est impossible, on parlait de ça dans le livre que j'ai fait avec Santa Maria, c'est une caméra au moment de la passation de pouvoir. Ça, c'est quand même le seul moment où ils sont là tous les deux, enfermés dans le bureau. Ça dure quand même assez longtemps, jamais moins d'une demi-heure, parfois jusqu'à 50 minutes. Et alors on apprend des mois, des années après, parfois de manière différente d'ailleurs, selon les deux témoignages, mais on apprend des choses absolument. L'histoire de Mitterrand qui a perdu le code nucléaire, qui a mis ça dans sa poche, il a fallu attendre quand même des années et des années avant de le savoir. Parce que le costume entre-temps est parti chez le teinturier et qu'il a fallu courir après pour le récupérer. Cette absence d'image est elle-même spectaculaire. Oui, mais voilà. Bon, donc, suggestion, ou alors effectivement caméra embarquée, être au plus près de ce président nouvellement élu. Des femmes, depuis ce qui s'est passé avec... Nicolas Sarkozy, Cécilia, etc. Je pense qu'il y aura des caméras en direct derrière les femmes ou les conjointes. Bon, tout ça, ça sera donc... Il ne faudra pas attendre très longtemps, c'est durant quelques semaines maintenant. Premier tour, deuxième tour de cette élection présidentielle. Merci à tous d'avoir accepté de participer à ce débat. Je redonne le titre de vos livres. La soirée électorale, une grande... ça, c'est votre documentaire que vous venez de voir, mais les grands débats politiques, ces émissions qui font de l'opinion chez Flammarion, c'est pour vous, Christian Delporte. Et puis Patrice Duhamel, l'Élysée, coulisses et secrets d'un palais chez Plomb. Voilà, et on découvre plein de choses sur ce qui se passe à l'Élysée, quand quelquefois on voudrait y être une petite souris pour comprendre un peu mieux. Voilà, merci à vous tous. On se retrouve dans une semaine avec un débat cette fois-ci sur la classe ouvrière et avec notamment un très beau film sur l'aventure des Conti, ces ouvriers de chez Continental. On va voir depuis le début jusqu'à la fin comment ils ont mené ce combat seuls. Et ça, c'est dans une semaine.